une vie multiple et complexe. Je suis d'abord enseignante de français langue étrangère, notamment pour des médecins étrangers venant préparer des diplômes en France. De là, j'ai passé un diplôme d'orthophonie, simplement par intérêt, mais pas pour pratiquer. Et ensuite, j'ai passé un doctorat de communication et j'ai passé une habilitation à diriger des recherches en sciences de la communication. Les troubles envahissants du développement incluant l'autisme sont-ils génétiques ? Les troubles envahissants du développement, un certain nombre sont génétiques. Indéniablement, il y a à peu près entre 20 et 25%. Mais ça peut être un mauvais accouchement qui entraîne des anomalies au moment de la naissance avec une mauvaise oxygénation, etc. Ça peut être dans la première année de vie des maladies infantiles précoces de type encéphalite, méningite, etc. qui atteignent le cerveau. On sait maintenant que l'autisme est une maladie neurodéveloppementale, c'est-à-dire qu'elle atteint le système nerveux, le cerveau, et on peut avoir des troubles moteurs, des troubles du langage, etc. C'est un polyhandicap, il faut quand même le voir sous cet aspect-là. La plupart du temps, même les autismes Asperger, quand on observe l'autisme de haut niveau, on voit des troubles moteurs, on voit des troubles de l'élocution, etc. Il y a toujours des particularités, à condition qu'on les cherche. Quand j'ai commencé, on considérait l'autisme comme, je dirais, un aspect psychiatrique. Une mauvaise relation parent-enfant, etc. Ce qui ne me convenait pas du tout parce que les enfants que je voyais dans ma pratique avaient des troubles moteurs, avaient des troubles de la déglutition, avaient d'autres problèmes que ceux qui étaient décrits par le domaine médical, je dirais, francophone. Donc je suis allée travailler aux États-Unis, à l'Université de Californie avec l'équipe du professeur Ridvo, et nous avons d'ailleurs écrit publié un certain nombre d'ouvrages ou d'articles. Dans votre carrière, quel livre important avez-vous écrit ? Je crois qu'il y a eu deux livres qui ont été importants au début parce que ça a secoué le système français. C'est un livre médical qui s'appelait « Autisme, la vérité refusée », où on disait que l'autisme, et ça c'était en 1984, nous l'avons écrit, l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Alors qu'en France, on disait toujours que c'était psychiatrique, mauvaise mère, mauvaise relation, etc. Il n'y a pas de psychothérapie qui guérisse de l'autisme. C'est du charlatanisme. Donc très tôt, nous avons eu un impact, ça a secoué un peu tout le système français, mais je dirais que le bouche à oreille et les familles ont acheté le livre et se le sont passés, et à partir de là, ça a bougé. Quelle évolution votre travail avec l'équipe du professeur Ridvo a-t-il entraîné ? L'évolution, c'est que l'OMS s'en est mêlée. La première définition de l'autisme a été faite par l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, l'équipe de Los Angeles, qui a fait pour la Société américaine de l'autisme la définition de l'autisme. Selon la classification internationale des maladies de l'OMS, CIM-10, l'autisme est un trouble envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Il n'est plus considéré comme une affection psychologique ni comme une maladie psychiatrique. L'autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l'enfant, apparaissant avant l'âge de 3 ans. Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des interactions sociales, des troubles du langage, de la communication non verbale et des activités stéréotypées avec restriction des intérêts. Ça a été la base. Ensuite, le manuel de diagnostic statistique a repris
Ces définitions, on les a prolongées parce que là, c'était purement médical et ça a été repris pour l'ensemble de la communauté scientifique anglophone. Et puis, ça a été repris par l'OMS et ça a parcouru le monde. Et puis, j'ai publié un roman qui s'appelait « Les vendanges du silence » et qui décrivait un enfant autiste, comment il évolue à condition qu'il ait un environnement positif. À la suite de cette évolution, en quoi a consisté votre travail ? J'ai continué ma démarche à la fois de recherche, de publication et de pratique dans les établissements pour bilanter les enfants et pour préparer des projets individualisés de parcours. On a des outils de diagnostic qui permettent de préciser quelle est la nature des troubles rencontrés. On observe l'enfant, on voit comment il joue, on voit comment il interagit avec les gens, on voit s'il est réactif à son environnement, s'il est replié sur lui-même, ce qui était la première définition de l'autisme, ce qui n'est pas vrai. Les autistes sont souvent, au contraire, très ouverts aux gens, mais d'une façon particulière. Ça, c'est vrai. Mais ils font attention à leur environnement. Mais exactement comme un myope va regarder d'une façon particulière quand il lit, etc. Bon, on intervient très précocement chez les enfants quand on s'aperçoit qu'ils n'ont pas des interactions de communication. Le jeune bébé, on dit à 7 mois, entre 7 mois et 10 mois, un enfant doit avoir 4 signes, ce qu'on a appelé dans les pays scandinaves les signes de Björn. Les marionnettes, au revoir, coucou, caché, etc. On a tous les jeux de main qui se créent très précocement, le sourire en réponse, etc. Quand un enfant à 1 an ne sourit pas en réponse quand on lui sourit, ne tend pas la main, ne fait pas les marionnettes, etc., il faut se demander ce qui se passe. Alors, ça peut être aussi de la surdité et il faut faire un diagnostic différentiel. Ce qui est important dans le diagnostic, c'est de pouvoir aider l'enfant et accompagner sa famille en disant comment l'aider. Exactement comme un enfant sourd, si on ne le démutise pas, un bébé qui naît sourd, si on ne le démutise pas pendant sa première année, c'est grave. Et si on n'apprend pas à la famille à le prendre en charge, c'est très grave aussi. Ça va surhandicaper la personne. Le fait de ne pas avoir de diagnostic peut surhandicaper.